On démarre avec ce sondage. 56% des Français estiment que la mobilisation des Gilets jaunes doit s'arrêter. Marlène Schiappa, est-ce qu'on ne connaît pas là un tournant par rapport à ce mouvement maintenant? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un après sondage de ce J'ai type? l'impression, ce serait souhaitable. On voit qu'il y a eu plusieurs, on a appelé ça des actes, mais il y a eu plusieurs moments. En réalité, il y a eu le début avec une mobilisation qui était vraiment sociale, avec une demande qui était relative d'abord à la taxe carbone et puis à des mesures sur le pouvoir d'achat. Le président de la République a répondu en retirant la taxe carbone et puis en annonçant un certain nombre de mesures sur le pouvoir d'achat. Ensuite, il y a eu un deuxième volet de mobilisation sur les questions démocratiques. Et puis là, on voit qu'avec d'abord le grand débat national, il y a une possibilité d'être entendu autrement qu'en étant dans la rue. Et puis je crois aussi qu'il y a peut-être que les gens en ont marre aussi de voir des violences, de voir qu'ils sont entravés dans leur liberté de circuler, qu'il y a des conséquences économiques sur les commerces On l'a dans vu, oui. différentes régions. Je crois qu'il y a Commerçants. effectivement un basculement, oui. Édouard Ouais, Philippe, moi hier, aussi. faisait face à 10 Français sur LCI, pour le préciser. On a senti dans cette émission de la tension, voire de l'agressivité des citoyens envers le Premier ministre. Est-ce que finalement, c'est l'illustration de cette fracture entre les élus, le gouvernement et les Français ? Moi, je crois qu'il est urgent de renouer avec deux choses. D'abord, le respect. La façon dont on s'adresse les uns aux autres avec respect. Vous savez que pendant la campagne présidentielle, on avait voulu promouvoir la bienveillance dans les rapports. Nous étions en marche les seuls meetings dans lesquels il était interdit de siffler nos concurrents, de les huer. C'est quelque chose de nouveau. Et je crois que le respect se perd en fait. Et on le voit avec les réseaux sociaux et la Et façon le dont on respect s'invective. entre les politiques ou entre les Français et les Le politiques ? respect entre tout le monde de façon générale. Il y a une augmentation des violences gratuites et des actes de haine de l'autre extrêmement préoccupante. Plus 74% des actes On va y revenir. antisémites, plus 60% des actes homophobes, d'une part, et d'autre part, effectivement, un clivage entre les élus et les citoyens de plus en plus fort. Vous participez à des débats dans toute la France. Est-ce que vous la sentez, vous, cette agressivité ? Moi, je dirais qu'il y a des tentatives d'agressivité, mais lorsque je prends toutes les questions lorsqu'elles sont posées avec respect, mais dès lors que je vois qu'on manque de respect, surtout aux autres participants, je renvoie les gens dans les cordes. Avant-hier, j'étais en Lot et j'étais en Dordogne, pardon, et il y a 3 femmes qui témoignaient de leur situation de mère isolée, et un monsieur s'en est pris à elles et les a invectivées en étant très méprisant. Je dis que si vous voulez s'en prendre à quelqu'un, il s'en prenait à moi, mais pas à ces femmes qui étaient venues témoigner. Fabrice Vesseredon. Se pose une question maintenant, c'est qu'est-ce qui va ressortir de ce grand débat, hein? Beaucoup de discussions, d'échanges, plus ou moins tendus d'ailleurs. Est-ce que vous êtes favorable à la tenue d'un référendum à l'issue de ce grand débat? Moi, je pense que tout doit être sur la table et qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Nous, on est en train de mener des auditions. Je m'occupe du groupe Démocratie Citoyenneté pour la République En Marche. Et nous menons des auditions d'experts, de fondations politiques. Hier, nous étions au Collège de France pour auditionner Pierre Rosanvallon et justement faire nos propositions. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de ligne qui soit établie sur cette question. Mais je pense qu'il y a un moment où, effectivement, on va devoir passer par les urnes d'une manière ou d'une autre. Il y a les élections européennes le 26 mai. Je ne souhaite pas que les élections européennes soient le référendum et qu'elles deviennent un référendum. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faudra consulter les Français d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que vous y seriez favorable à un référendum, mais pas forcément en même temps que les européennes? Tout est sur la table. Il peut être en même temps que les européennes. Moi, ce que je voudrais vraiment éviter, c'est que ces élections européennes soient le référendum, que les gens se disent on n'a pas d'autre moyen de s'exprimer par les urnes que cela, et donc nous allons voter pour ou contre le gouvernement. Je crois que ça ne doit pas être ça, l'enjeu des élections européennes. Il y a des enjeux très forts au niveau de l'Europe qui sont en train de se dessiner. Quelle est la politique européenne que nous voulons? Comment on transforme l'Europe pour en faire une Europe qui protège réellement les citoyennes et les citoyens, ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui. C'est ça qui doit être la question des européennes, et pas un référendum sur le gouvernement. On est à mi-parcours maintenant de ce grand débat, vous qui en êtes l'une des chevilles ouvrières. Est-ce que vous pouvez nous tirer un premier bilan ? Moi, je dirais d'abord qu'il y a une véritable participation. Je suis frappée à chaque fois que je vais quelque part dans n'importe quelle région de voir qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se déplacent et qui prennent de leur temps pour venir. Certains m'ont dit qu'ils avaient posé des demi-journées de RTT, qui se sont organisés, qui se sont fait remplacer, qui se sont fait garder leurs enfants pour participer au débat démocratique. Et ça, moi, je trouve ça formidable et ça me donne vraiment confiance. La pire chose qui pouvait arriver à ce grand débat, c'était l'indifférence, c'était d'être boudé. Là, on voit qu'il n'y a pas d'indifférence. Il suscite lui-même des débats sur le débat. Hier, on était avec Christine Kelly pour un grand débat avec les maires isolés dans une salle de l'Assemblée nationale. Il y avait encore plusieurs centaines de personnes. En tribune a été publié hier dans le Figaro, tribune signée par 86 députés de plusieurs groupes, mais des députés de la majorité, de la République En Marche, du MoDem, qui plaident pour une fiscalité carbone juste socialement. En gros, le retour de la taxe carbone, même si ce n'est pas dit clairement. Est-ce qu'en plein grand débat, cette tribune était opportune pour vous ?
Moi, j'ai pas de jugement de valeur à apporter sur l'expression de tel ou tel député. Chacun est totalement libre de faire ses tribunes. Et j'ai pas de jugement de valeur sur le fait d'apporter des choses au débat public. Après, sur le fond, à titre personnel, moi, je suis pas du tout favorable au rétablissement de la taxe carbone. Et je pense que ce serait une forme de trahison de le mettre de surcroît maintenant, à ce moment-là, sur la table en termes de propositions. Sur la taxe carbone, il n'y a pas que des parlementaires, il y a aussi des ministres qui se sont dit favorables au retour de la taxe carbone. Brune Poirson, Emmanuel Vargon. Est-ce que finalement la question ne va pas se poser, même si hier Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont fermé la porte, est-ce que ce n'est pas une question qui va revenir sur le débat ? La question, il y a deux questions là-dedans sur la taxe carbone. D'abord, il y a la question de la justice fiscale et de comment on fait en sorte qu'il y ait des gens qui n'aient pas le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui payent, que ce sont toujours eux, etc. C'est la première question. La deuxième question, c'est comment on fait en sorte d'aborder la transition écologique et de changer des habitudes de consommation. Est-ce que ces deux questions doivent être corrélées et donc qu'on doit forcément passer par une fiscalité écologique ? Je ne sais pas. Les débats du grand débat vont nous amener à ces réponses-là. Augmentation de 74% des actes antisémites en 2018, des portraits de Simone Veil tagués d'une croix gammée, des arbres en mémoire d'Ilan Halimi profanés, mais aussi des églises attaquées. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre société ? D'abord, ça rappelle qu'on est dans une société qui véhicule ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de haine de l'autre extrêmement forte, de tout ce qui n'est pas soi. Mais je crois que ça dit quelque chose de plus grave. Delphine Orviller, que vous connaissez, qui est rabbin, a produit un certain nombre de sujets, de textes et de recherches sur la question de l'antisémitisme, et elle dit que la haine des Juifs est toujours un signe avant-coureur de danger dans la société. Et je crois qu'on en est là, et la dernière fois qu'on a vu des actes antisémites à ce point, avec cette violence et avec cette quantité, ça remonte aux années 30 si on fait un aller-retour historique. Donc c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça qu'il faut être très ferme. Le Premier ministre Édouard Philippe a remis pour la première fois des prix Ilan Halimi en présence de Madame Halimi à Matignon il y a 2 jours de cela. Et c'était assez enthousiasmant de voir des jeunes générations, des collégiens, des lycéens qui portent des projets contre l'antisémitisme et qui ont envie de s'emparer de cette question. Autre sujet qui vous concerne, Marlène Schiappa, c'est le cyberharcèlement. On a découvert il y a quelques jours l'existence de la Ligue du LOL, du nom d'un groupe créé sur Facebook qui pratiquait le cyberharcèlement. Dimanche, vous avez publié un tweet disant que vous alliez aborder avec Nicole Belloubet la question de l'allongement des délais de prescription concernant le cyberharcèlement. Est-ce que vous en avez parlé avec elle ? Est-ce qu'elle est d'accord ? Alors, on n'en a pas encore parlé ensemble parce que j'étais en déplacement 48 heures et puis elle ensuite, mais nous avons un rendez-vous prochain, me semble-t-il, pour aborder tous ces sujets. Vous savez que nous avons porté ensemble une loi contre les violences sexistes et sexuelles, donc nous allons devoir dresser un premier bilan. Je crois que ce qui est important, c'est de dire que les réseaux sociaux, c'est une matière mouvante, nouvelle. Le cyberharcèlement, il n'a que quelques années. Et pourquoi ce sujet de la Ligue du LOL a mis autant de temps à sortir ? C'est qu'à l'époque, un certain nombre de personnes considéraient que c'était pas vraiment du harcèlement, que c'était du trolling, que c'était des pratiques courantes sur les réseaux sociaux. Donc je crois que le droit doit s'adapter aux nouveautés et aux nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner plus fermement les réseaux sociaux ? Absolument. Cet été, d'ailleurs, j'ai fait voter une loi qui condamne le cyberharcèlement en meute et la participation de chacun à ces raids. Et avec Mounir Majoubi, nous recevons tout à l'heure un certain nombre de parties prenantes et notamment, il faut faire en sorte que Twitter soit davantage engagé. Facebook a le mérite de la bonne volonté. Ils viennent de débloquer des fonds très importants contre le cyberharcèlement. On teste des régulateurs en partenariat avec Facebook, mais Twitter n'est vraiment pas à la hauteur. En termes de lutte contre le cyberharcèlement, Twitter est en dessous. Vous marchez sur des œufs quand même par rapport à la liberté d'expression, vous le sentez ? Non, moi je ne crois pas, parce que la liberté d'expression, elle n'est jamais absolue et totale. Nous n'avons pas le droit de sortir dans la rue et de dire à quelqu'un que nous allons l'égorger, de crier des injures antisémites. C'est caractérisé dans la loi depuis très longtemps. Les propos antisémites, les menaces de mort, les injures publiques sont interdites. Ça n'est pas de la liberté d'expression, ce sont des injures.